Je suis donc Georges Brédan, avocat de profession et élu de la Guadeloupe. Élu d'abord régional et également départemental, puisque j'ai été conseiller général pendant 2 mandatures. Je suis actuellement vice-président de Cap Excellence. Tout au long donc, de mon parcours d'élu, je n'ai eu de cesse de m'intéresser à la culture et plus particulièrement à l'art. Et donc cela vient vraisemblablement également de l'intérêt que j'ai toujours porté aux gens et aux choses. Et intérêt né aussi, je pense, de mon parcours d'enfance, hein, puisque je suis né dans un quartier populaire de Pointe-à-Pitre, dans les faubourgs, entre les faubourgs et la vieille ville, donc à la rue Alexandre-Isaac, très proche du faubourg Alexandre-Isaac. Et j'ai fréquenté beaucoup de jeunes sur la place de la Victoire, qui était encore très active, très vivante, très dynamique à cette époque-là. J'ai donc un peu été à la mamelle donc, de cet espace public populaire, fréquentant les gens, entendant les sons, les couleurs, voyant un petit peu aussi tout le potentiel de ce peuple de Guadeloupe, du point de vue artistique, dans ses différentes formes d'expression. Donc tout cela, à mon avis, a dû contribuer à ma sensibilité artistique et à mon intérêt pour la culture. Culture populaire, bien sûr, mais aussi la culture, je dirais, dite un peu savante, avec un peu d'emphase. Voilà un peu comment je pourrais me définir comme un homme de Guadeloupe, un vrai citoyen de Guadeloupe, enraciné vraiment dans son terroir et dans sa ville de Pointe-à-Pitre. Je dirais que la culture et l'art guadeloupéen ont pris un peu de temps à s'autonomiser. Les artistes étaient, la plupart du temps, souvent, un peu dans le mimétisme par rapport à ce qui se faisait, notamment au national. Bon, on est quand même le fruit d'une histoire. Donc, d'une histoire, l'histoire de l'esclavage, mais également de l'histoire coloniale. Donc, avec tout ce que cela a pu entraîner comme conséquence sur notre mental, sur notre manière d'être. Donc, quelque part, effectivement, on était victime d'une forme d'aliénation. On considérait que la référence, c'était effectivement ce qui se faisait et ce qui sortait de Paris, et de France et de Paris. Donc, dans les différentes disciplines artistiques. Et ceux qui prenaient quelques écarts par rapport à ce qui se faisait au niveau national, eh bien, ils étaient souvent un peu dans ce qu'on a appelé le doudouisme, hein, c'est-à-dire la traduction un peu fleurie, un petit peu bon enfant, un peu romantique de la réalité guadeloupéenne. On dépeint la nature, on dépeint la nature, bien sûr, la végétation, mais aussi la nature du point de vue animal. Et donc, mais on reste quand même dans une description très visuelle, effectivement, des choses, sans aller plus loin et sans aller questionner, finalement, et voir là-dessous des choses. Donc, dans un premier temps, ça a été cela. Donc, les talents artistiques qui se sont exprimés dans un premier temps, ils ont eu à emprunter ces 2 voies-là et qu'il a fallu dépasser. Donc la voix qui consistait à simplement reproduire ce qu'ils entendaient ou ils percevaient et qui venait de l'Hexagone, et aussi la voix qui consistait à simplement
décrire les choses de manière très romancée, très romantique plus précisément, de ce qu'ils faisaient dans le paysage guadeloupéen. Et donc, les artistes, quand ils ont commencé vraiment à questionner, à partir de leur imaginaire, à questionner le réel, à faire un peu effectivement une forme d'interrogation de ce réel, ils ont perçu autre chose et ils ont mis en avant les vraies réalités de ce pays de Guadeloupe, donc, et aussi de la région Caraïbe. Donc, que ce soit dans le domaine donc, des arts visuels, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine, bien sûr, de la poésie ou dans le domaine de la fiction, le roman. Donc, chaque fois, pour les différentes formes d'expression artistique, ça a été donc une véritable révolution. C'est-à-dire ils se sont vus, ils se sont, je dirais, projetés en tant qu'eux-mêmes et questionnant leur réalité géographique et historique. Donc, dans le domaine des arts visuels, la génération des artistes des années 70 par exemple, ils ont eu à faire un gros travail et qui n'est pas suffisamment souligné d'ailleurs pour un petit peu décomplexer cette discipline des arts visuels qu'on appelait à l'époque la peinture tout simplement, et ils ont eu un travail effectivement pour pouvoir véritablement passionner aussi les Guadeloupéens et leur faire comprendre la réalité de leur art et ce qu'ils voulaient démontrer à travers cette expression-là. Donc, il y a eu, bien sûr, des manifestations qui se sont implantées dans le pays, à partir notamment du Festag. Ça a donné différentes formes d'expression, et puis on a eu Indigo, qui est une manifestation qui se déroulait au Fort Fleur d'Épée et qui vient donc de l'initiative d'un certain nombre de pionniers et de gens véritablement investis dans les arts plastiques et qui voulaient justement questionner la réalité caribéenne, qui voulaient montrer comment les artistes des arts visuels questionnaient cette réalité caribéenne. Donc, on peut dire qu'ils ont fait un travail de pionnier important et qui a certainement ouvert la porte à des plasticiens de la génération d'aujourd'hui, de cette génération actuelle, contemporaine, parce que ceux-ci ont, eux, fort de ces expériences-là et des structures qui existaient désormais, eh bien, ils ont pu aller plus loin que leurs aînés, et notamment faire des écoles relatives aux arts visuels, comme l'IRAV ou les Beaux-Arts à Paris ou ailleurs, dans d'autres grandes villes de France, ou même à l'étranger, hein, comme le Canada ou dans d'autres pays encore. Donc, on peut dire qu'il y a eu un vrai travail de fond, de fait, dans le domaine des arts visuels, avec des pionniers et des artistes d'art visuel aujourd'hui qui maîtrisent totalement leur art, mais qui ne sont pas sortis de rien du tout, puisqu'ils ont eu ces aînés qui ont défriché en quelque sorte le chemin, défriché le terrain, qui ont fait le chemin, et qui, fort donc des techniques qu'ils maîtrisent, les jeunes aujourd'hui, jeunes générations, eh bien, elles peuvent donc donner le meilleur d'elles-mêmes. J'ai en tête une citation de José Marti qui disait « Être libre, c'est être cultivé ». C'est vrai que la culture joue un rôle extrêmement important dans la vie des gens et je dirais dans la vie des peuples. Mais c'est un champ très très vaste, la culture. Et les politiques ne perçoivent pas toujours le rôle que la culture peut jouer dans une société et à quel point elle peut influer sur la vie des gens. Elle peut influer sur la vie des gens au quotidien, parce qu'elle peut contribuer à rendre les gens heureux, elle peut contribuer à créer du lien social, elle peut contribuer à consolider le lien social, mais aussi
à la cohésion sociale. Elle peut également, bien évidemment, à la dimension économique. Et donc, de ce point de vue-là aussi, est importante au niveau de la société. Et donc, tout cela fait que on a besoin de la culture et de l'art, bien évidemment, pour vivre en société. Mais comme ce n'est pas un bien de consommation courante dont on a besoin et que l'on peut palper, que l'on peut mesurer chaque jour, comme par exemple le fait de produire d'un bien consommable, hein, quelque chose qu'on peut consommer, hein, comme du pain, comme je ne sais trop quoi, du sucre, autre chose encore, hein, toutes les choses qu'on peut consommer, comme ce ne sont pas des choses palpables, il y a un certain nombre de gens qui n'arrivent pas peut-être à bien mesurer cela et l'importance de la culture et de l'art dans la vie des sociétés. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau individuel, mais également au niveau collectif, on a besoin de la culture et de l'art. Alors au niveau individuel, j'ai indiqué tout à l'heure pourquoi, mais au niveau collectif aussi, c'est important, parce que oui, vivre, bien manger, bien boire, c'est important, se vêtir, tout ça c'est important, mais la culture donne un sens à la vie. Comme dirait Césaire, c'est la chose qui rend la vie vivable et la mort supportable. Parce que c'est vrai que se lever le matin, s'habiller, partir au travail, c'est une chose, mais quel sens on donne à sa vie? Est-ce que si on n'est pas capable de réfléchir, de conceptualiser les choses, si on n'est pas capable de s'extasier, de s'étonner devant une belle œuvre d'art, de prendre, de recevoir, je dirais, une pièce, un morceau de musique, ou d'aller s'extasier devant un cri artistique, eh bien, c'est tout ça qui provoque des émotions et qui provoque finalement des sensations qui font que l'être humain, eh bien, il est autre, il est différent, il a l'impression de s'enrichir en écoutant ou en voyant telle ou telle œuvre d'art. Et donc, plus que jamais, il est important de considérer la culture et l'art comme quelque chose absolument fondamental pour l'homme, l'être humain, tant comme je dis, dans sa vie de tous les jours, que dans sa vie en tant qu'individu, que dans sa vie collective. Donc, un politique doit prendre cela en considération. Il doit prendre cela en considération, mais justement, il ne doit pas le faire, il doit le faire de manière réfléchie, pensée, rationnelle, et pas de manière simplement ponctuelle, au coup par coup. Et ce que les artistes dénoncent et déplorent, et ils ont en partie raison, c'est que trop souvent, on a ramené la culture à l'événementiel. C'est-à-dire, effectivement, on va créer une série d'événements, on va faire venir un groupe musical à la mode, on va effectivement créer un événement culturel autour des arts visuels, on va créer notre événement autour du théâtre, on va créer notre événement autour du cinéma, autour de je ne sais trop quelle encore discipline artistique. Ça ne peut pas être une politique culturelle, la politique événementielle. Il faut au contraire créer les conditions pour qu'une société, pour que les individus qui vivent dans une société donnée puissent jouir véritablement des bienfaits de cette culture. Et comment peuvent-ils le faire? Alors, à la fois parce qu'on aura donné les moyens aux artistes de pouvoir créer, puisque l'acte de création est à la base de tout. Donc, donner les moyens aux artistes de pouvoir créer, c'est créer des conditions, par exemple, pour que les artistes puissent avoir une formation initiale, une formation continue, et après peut-être une formation supérieure. Bon,
Donc là, c'est dans le cycle de la formation qu'on peut effectivement aider déjà à la création de l'œuvre d'art, en donnant le maximum de moyens à l'artiste, aux artistes, pour pouvoir créer, pour pouvoir donc exprimer totalement le talent qui est enfoui en eux. Et donc, une fois qu'on a créé ces conditions-là pour la création, il faudra ensuite qu'on crée les conditions pour la diffusion de cette création. Par exemple, on peut faire parfois 1 en 2, c'est-à-dire la création et suivi de la diffusion, ce sont les résidences d'artistes. Accueillir un artiste en résidence, c'est à la fois l'inciter, le mettre en condition de créer, mais aussi créer des conditions ensuite qu'il puisse diffuser sa création. Donc, la diffusion est importante, ce qui pose derrière la question des lieux de diffusion, qui sont différents selon la forme d'art que l'on veut diffuser, que ce soit de la danse, du théâtre, des arts visuels, ce n'est pas les mêmes conditions. Donc, créer des lieux de diffusion suffisants pour que la création soit mise en valeur. Et puis, il faut aussi qu'il y ait une rencontre entre justement l'acte créé et le public. Alors, les lieux de diffusion sont les lieux où le public va rencontrer l'acte qui a été créé, mais il faut que le public lui-même soit aussi formé, en quelque sorte, éduqué, et pour pouvoir recevoir l'acte de création. Ce qui suppose un travail de médiation. Ce qui suppose effectivement un travail de formation, entre guillemets, de sensibilisation en tout cas, pour que le public puisse bien maîtriser, je dirais, la grammaire, le vocabulaire de l'art. Donc, aller dans un lieu de diffusion, par exemple, d'art visuel, aller dans un lieu d'exposition, c'est vrai, on peut y aller comme ça, on peut y aller, se rincer l'œil, et puis recevoir l'œuvre d'art au gré de ses émotions, de ses sensations, de sa sensibilité. Mais quand on a un certain nombre de prérequis pour recevoir l'acte, c'est encore mieux. Et ça va encore plus loin pour celui qui reçoit l'œuvre et le spectateur. Donc, il peut aller plus loin dans son interprétation. Et ce faisant, non seulement ça valorise l'acte de création, donc le créateur est valorisé, mais également pour ceux qui vivent de leur art, ou qui veulent en vivre, ça crée les conditions d'un véritable marché de l'art. Parce que le public qui a ses prérequis, qui a cette sensibilité, qui a cette formation pour interpréter, avec sa sensibilité bien sûr, mais interpréter l'œuvre d'art le plus possible, eh bien, il peut être incité à faire l'acquisition d'une œuvre plus facilement que celui qui ne comprend rien à rien. Par exemple, hein, d'une œuvre qui a été créée, et je reste toujours dans le domaine des arts visuels, mais ça peut valoir aussi pour d'autres domaines artistiques. Donc, vous voyez qu'il y a effectivement l'acte de création, il y a la diffusion, donc ce qui pose la question des lieux de diffusion, mais il y a également, quelque part, toute la médiation qui apporte au public, aux spectateurs, les prérequis, et qui va faire cette médiation que le spectateur sera mieux à même de pouvoir bénéficier des bienfaits de la culture et de la création et être un individu éclairé, capable effectivement de bien percevoir un certain nombre de choses qui ont été que l'artiste a voulu diffuser, a voulu témoigner. Hein, il a voulu finalement questionner. Donc voilà les 3 grands moments qui sont importants et que des pouvoirs publics, c'est-à-dire les hommes politiques qui sont au pouvoir à un moment donné, ils doivent travailler particulièrement sur ces 3 temps-là, création, diffusion, mais également réception par le public de l'acte ainsi créé. Et je crois que c'est extrêmement important dans toute politique culturelle et
quand on regarde bien, ça va concerner tous les arts. Hein. De toute façon, il y aura des variations et des adaptations possibles selon le type d'art, mais ça va concerner tous les arts. Et ils vont pouvoir être ainsi servis, quoi, de manière égale par cette démarche-là. Et donc, il y a une quatrième démarche qui rejoint un petit peu celle, effectivement, de formation des publics. C'est celle qui consistera justement à apporter des connaissances à la population en général, à travers des colloques, l'organisation de conférences, de débats. Alors ça aussi, ça relève donc du travail de formation des publics et de médiation, et ça permet de créer justement des individus éclairés qui sont capables de comprendre les grands enjeux de leur temps. La question des musées, eh bien, nous ne sommes pas un pays de tradition muséale. Bon, parce que c'est notre histoire, hein. Bon, pays, effectivement, société aujourd'hui post-esclavagiste, société coloniale, il n'y a pas eu de tradition de musée en Guadeloupe, parce que c'était ainsi, parce qu'on estimait que ce n'était pas fondamental pour des petits indigènes que nous étions, et les musées, seuls ceux d'entre nous qui avaient la chance de pouvoir partir, aller dans l'Hexagone, aller en Europe, pouvaient accéder donc aux musées et aux collections qui s'y trouvaient. Victor Schœlcher, d'ailleurs, justement, après l'abolition de l'esclavage, il a fait don d'une collection de porcelaine, parce qu'effectivement il collectionnait de la porcelaine, à la colonie de la Guadeloupe. Et il en a fait don, et il a voulu, à travers cela, un peu dans son esprit, éveiller les Guadeloupéens à l'art, à sa manière, bon, à travers sa collection de porcelaine. Et ça a donné donc le fameux musée Schœlcher que nous connaissons, et dont la thématique, justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas une thématique orientée vers l'esclavage, la question de l'esclavage. En tout cas, dans un premier temps, effectivement, le Conseil général, qui en est le propriétaire, a bien perçu la chose, et au fur et à mesure, a recentré le musée vers effectivement sa thématique esclavage, la thématique de l'esclavage, puisque Victor Schœlcher était donc celui qui avait signé le décret d'abolition de l'esclavage. Il reconnaissait ses combats abolitionnistes. Alors, mais pendant très longtemps, ça a été le seul musée en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous avons le musée Saint-Jean-de-Perse, nous avons le musée, je parle de musée dédié vraiment aux arts visuels, ou en tout cas qui ont des lieux qui peuvent permettre la monstration d'art visuel. Et il y a le musée, bien sûr, aujourd'hui Edgar Clair, il y a le musée donc Saint-Jean-de-Perse, et aujourd'hui le Mémorial Act, qui avec son exposition permanente, parfois son exposition temporaire, permet d'accéder à des œuvres d'art de qualité. Donc beaucoup de retard de notre part dans ce domaine-là, pour accéder justement à des œuvres de certains niveaux, parce que nous n'avions pas les lieux de monstration. Entre-temps, quand même, il y a eu le Centre des Arts, et la salle Rémy Souta, qui permettait de pouvoir à des artistes d'art visuel d'exposer leurs œuvres de manière ponctuelle. Bon, ce n'était pas des conditions idéales, parce que ce n'étaient pas des lieux pensés véritablement pour des expositions d'art, des expositions d'art plastique notamment, et donc forcément il y avait des déficits du point de vue de l'éclairage des œuvres, il y avait des zones d'ombre, etc. Donc on ne peut pas dire que nous ayons donc un pays de tradition muséale, mais heureusement, grâce justement au volontarisme de certains politiques et la mise en œuvre de certaines politiques publiques, on a pu au fur et à mesure y pallier. Bon, aujourd'hui, on milite fortement pour un centre d'art contemporain qui permettrait aux artistes d'art contemporain justement de pouvoir d'avoir davantage de moyens de pouvoir exposer.
davantage de moyens de pouvoir créer aussi, pour accueillir certains artistes en résidence. Et aussi, ça pourrait être un lieu de monstration où les gens pourraient venir voir et faire des acquisitions, notamment d'ailleurs des touristes de passage, des touristes de croisière ou de séjour. Le Centre des Arts, alors, qui a été créé et s'est construit de 77 à 79, en tout cas qui a ouvert ses portes en 79, est un lieu majeur pour la diffusion culturelle et même dans une certaine mesure pour la création et pour la formation, puisqu'il y avait des ateliers dans différents domaines artistiques où les jeunes pouvaient venir se former, apprendre, faire l'apprentissage de disciplines artistiques. Il y avait donc bien sûr des lieux de création parce que certains pouvaient être accueillis en résidence. Et enfin, c'était effectivement un lieu majeur pour la diffusion de l'art, notamment dans le domaine de la musique, mais aussi du théâtre et de la danse. Et malheureusement, depuis 2009, ce lieu est fermé au public et les chantiers ne cessent de traîner en longueur au point d'avoir donné récemment des manifestations de la part des artistes. Et les artistes ont pris d'assaut ce chantier-là, estimant qu'il fallait absolument donner un coup d'éclairage sur le lieu et qu'on ne pouvait pas laisser disparaître comme cela un établissement majeur pour la diffusion culturelle et qui est bien archivé dans la mémoire collective guadeloupéenne. Donc, je ne peux que souscrire, bien sûr, à cette démarche très volontariste des artistes. Je la trouve pertinente. Il faut absolument, effectivement, que les pouvoirs publics et les collectivités territoriales, notamment majeures, donc départements et régions, puissent s'impliquer sur ce lieu-là, puissent aider à sa finitude, puisque effectivement c'est un lieu qui est aujourd'hui porté par Cap Excellence. J'ai parlé à l'orée de mon propos de la nécessité d'avoir des lieux de diffusion, des événements aussi, qui accueillent justement la création pour valoriser nos créateurs, parce que c'est bien de créer, mais encore faut-il que cette création soit vue, qu'elle soit vue par le plus grand nombre, bien sûr. Alors c'est à travers, bien sûr, des temps d'exposition. Hein. On a connu effectivement tel ou tel artiste qui expose à la salle Rémi Souta, au Centre des Arts, dans le temps passé. Aujourd'hui, ça se fait aussi parfois dans des hôtels, ça se fait dans des lieux privés. Et puis, les lieux de diffusion publique, c'est vrai qu'ils ont diminué du fait justement de la fermeture du Centre des Arts. Bon, nous avons également la salle d'exposition temporaire du Mémorial qui peut abriter des expositions également temporaires, donc comme le nom l'indique, et donc des expositions et le travail de plasticiens guadeloupéens et caribéens. Mais avoir des manifestations pérennes comme la pour la refaire, c'est également quelque chose de très important. C'est important parce que ça valorise l'art contemporain, ça donne un coup de projecteur sur l'art contemporain, et malgré quelques imperfections qui ont pu être signalées ici et là, on peut rendre quand même hommage à Thierry Allais d'avoir maintenu vaille que vaille cet événement-là, démontrant ainsi effectivement son caractère très entreprenant, et puis sa volonté, par-delà sa mission de créateur, sa volonté justement de créer des événements, d'aider en tout cas à la création d'événements et de rendre plus visible l'art contemporain guadeloupéen. Là pour la refaire, bien sûr, elle a connu des fortunes diverses, il y a eu des éditions meilleures que d'autres, elle est certainement perfectible, mais comme j'aime à dire, il est important qu'elle existe parce qu'elle constitue quand même un repère dans le calendrier des événements de monstration pour l'art contemporain. C'est très très important donc que ce soit maintenu. Alors en plus, je crois qu'elle a définitivement installé ses valises à Pointe-à-Pitre, ce dont je peux que me réjouir en tant qu'élu Pointe-3, et encore plus du côté du port, c'est-à-dire
le lieu d'arrivée des touristes de croisière pour le grand port, du grand port maritime, eh bien, c'est important aussi parce que le positionnement face à la mer est très important. On sait à quel point, surtout pour des Iliens comme nous, la mer inspire, la mer recoue des liens, érotise des liens également, et la mer recoue les frontières entre les peuples de la Caraïbe. Donc, c'est très important que la Polar Fair soit située, positionnée là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle mérite bien sûr d'être elle est susceptible d'amélioration, mais il est important déjà que vaille, quelles que soient les circonstances, elle ait pu se maintenir aussi longtemps. Nous avons donc contribué à rendre l'art plus accessible aussi aux Guadeloupéens, parce que les gens y vont en famille, les gens y vont parfois seuls, d'une manière ou d'une autre, ça permet à l'art guadeloupéen d'être plus accessible. Et il y a aussi une manière de rendre l'art guadeloupéen accessible et les artistes guadeloupéens visibles, c'est le fait de créer les conditions de l'exportation de cet art-là. C'est ce que la collectivité régionale, l'équipe sortante, a voulu initier à travers le projet qui s'appelle Éclat d'île, et qui est un projet effectivement qui a posé ses valises à Paris, dans des lieux où l'art contemporain est valorisé, en l'occurrence à proximité du centre Georges Pompidou, Beaubourg, au 24 rue Beaubourg, eh bien, le projet Éclat d'île a pu montrer, a pu ouvrir même plusieurs palettes du talent d'artistes plasticiens de Guadeloupe. Et c'est une très bonne chose que de permettre ainsi de donner à voir le talent de ces artistes plasticiens. Non pas simplement guadeloupéens, comme ce aurait été le cas si l'exposition avait lieu en Guadeloupe, mais aussi aux métropolitains, aux Parisiens et au-delà même, au monde, puisqu'on sait très bien que Paris est une grande place de l'art contemporain et que c'est pour nous une belle manière aussi de rendre visibles nos créations et les rendus de nos artistes. Donc, chapeau bas pour la collectivité avec cette initiative qui s'appelle Éclat d'île et son prolongement qui a été donc la Biennale Off de Venise et le fait qu'effectivement il y a eu 3 artistes plasticiens guadeloupéens qui ont été reçus à cette Biennale Off de Venise et ça n'est que, je dirais, du bonus pour l'art contemporain guadeloupéen parce qu'ils ont pu, ces artistes-là, ainsi donner à voir leur talent, montrer ce qui se fait, ce peut se faire en Guadeloupe, même si ils ne sont qu'une expression de cet art plastique guadeloupéen. On est bien d'accord sur le fait qu'ils ne représentent pas à eux seuls l'art contemporain guadeloupéen, mais c'est une expression de cet art contemporain. Et il est important que justement les gens qui ne sont pas guadeloupéens, qui vivent là-bas, sachent qu'en Guadeloupe, il se passe des choses, qu'il y a des gens qui ont du talent à foison et qu'ils sont capables de produire de la magie plein les mains.